Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Michel Vergne, j'enseigne le français langue étrangère à l'université et à l'Alliance où je suis également responsable de la didactique. Le titre de mon intervention d'aujourd'hui est Gérer l'hétérogénéité en classe de FLE. Je suivrai trois parties. Une première partie qui est les règles de base de la pédagogie différenciée. Une deuxième partie qui donnera des exemples d'activités. Et une troisième partie, parcours d'apprentissage spécifique et unité du groupe classe. Commençons par les règles de base de la pédagogie différenciée. Je m'appuierai sur un ouvrage très intéressant, c'est Classe multiniveau et pédagogie différenciée de Catherine David et de Dominique Aubry. En fait, moi je me suis intéressé à la pédagogie différenciée parce que j'ai dû affronter tout simplement une situation particulière, une classe dans laquelle il y avait des débutants et des niveaux C1. C'était pour le CLIL à l'époque et j'ai dû évidemment trouver des solutions et je me suis donc documenté. Alors, nous allons commencer par voilà, les classes hétérogènes. Première question que je vous pose, est-ce que vous avez des classes homogènes? Bien, quand on commence à approfondir un peu cette question, est-ce que nous avons des classes homogènes ou hétérogènes? Eh bien, on peut déjà se demander, se poser des questions sur les critères qui sont pris en compte pour constituer une classe à l'école. Bien, c'est principalement le critère d'âge. On regroupe les élèves selon leur âge. Et ensuite, les compétences interviennent, mais c'est surtout l'âge le critère le plus important. Nous avons également des élèves qui ont des centres d'intérêt tout de même différents. Ils ont des situations de vie différentes et ils proviennent souvent de milieux socioculturels variés. Ils ont des profils d'apprentissage également différents. Il va y avoir aussi pour certains élèves une influence de la langue maternelle qui n'est pas la même que nos élèves habituels. Il peut en Italie y avoir aussi les influences dialectales. Nous pouvons aussi avoir des élèves BEP, des besoins éducatifs particuliers. Bref, on constate que nos classes sont vraiment hétérogènes. D'ailleurs, il s'agit d'un paradoxe, car les élèves sont supposés avoir suivi le même programme pendant les années passées et on a des résultats qui sont là. On constate que les élèves ont des niveaux hétérogènes. Alors que faire? Nous avons deux possibilités. Faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire continuer à enseigner frontalement et ne pas tenir compte des différences. Deuxième possibilité, on prend en considération cette réalité. Évidemment, ici, aujourd'hui, je vais développer cette deuxième possibilité. Alors, avant toute chose, avant de parler de pédagogie différenciée, il faut absolument avoir une vision claire des niveaux de nos élèves. Donc, une évaluation diagnostique très précise au début du cours est nécessaire. Elle permet à l'enseignant de mieux mettre en place par la suite
les contenus du cours. Se centrer sur l'apprenant signifie que l'enseignant connaît bien ses élèves, leurs besoins et leurs difficultés, et il essaie de s'adapter à l'hétérogénéité des situations. Il faut donc faire un diagnostic précis, recensant chaque apprenant et son niveau par capacité langagière. Alors, peut-être qu'il ne faut pas faire cette évaluation diagnostique le premier jour, car on le sait, les élèves reviennent de vacances et ils ont besoin de quelques jours pour retrouver leur niveau, le niveau qu'ils avaient laissé avant les vacances. Toutefois, je conseille vivement, dans l'évaluation diagnostique, de faire un test sur les 4 compétences. D'ailleurs, dans les manuels, on trouve des tests qui sont déjà tout prêts. Là, je vous donne l'exemple de contact. Voilà. Par exemple, si on a comme objectif le niveau A2 en fin d'année, eh bien, on va faire un test diagnostic du niveau A1 pour commencer. Et là, on va tester les 4 compétences. Donc la compréhension de l'oral, ensuite la compréhension des écrits, la production écrite, et il faut un peu plus de temps, mais c'est nécessaire, la production orale. Alors il est très important, je le souligne, d'avoir cette radiographie, on va dire, du niveau de ces élèves, car on ne peut pas ensuite faire une pédagogie différenciée si on n'a pas fait correctement cette première étape. Alors, là, on va passer donc à la pédagogie différenciée, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je ne vais pas être théorique, hein. Je vais juste donner quelques définitions, à mon sens, les définitions qui sont les plus parlantes, hein. Donc, on peut déjà donner un première définition comme ça de pédagogie différenciée, c'est trouver un objectif de savoir commun à un groupe et adopter des voies différentes pour y arriver. En fait, c'est alterner des moments d'apprentissage collectif avec des moments individualisés, des moments en groupe collaboratif. Mais je dis tout de suite, attention, il faut trouver un juste milieu. Vouloir catégoriser à tout prix les élèves, montrer les différences peut être contre-productif. Continuons avec Philippe Mérieux. Lui, il insiste sur le fait que différencier sa pédagogie va de soi et est intrinsèque à toute pédagogie qui se respecte. Je lis donc cette citation. L'expression de pédagogie différenciée est un pléonasme. Il n'y a de pédagogie que différenciée, puisqu'il n'y a de savoir que dans et par le chemin qui y mène. Une autre citation très claire est celle de Louis le Grand. Je cite, « Un effort de diversification méthodologique susceptible de répondre à la diversité des élèves. » Alors, cependant, pour faire une véritable pédagogie différenciée, il faut rompre avec certaines habitudes. Et là, c'est peut-être un moment difficile, car il faut se remettre en question en tant qu'enseignant.
avoir de nouvelles habitudes. Un premier exemple, voilà, il faut abandonner la pédagogie frontale. Pierre Pernoud nous dit en effet, différencier, c'est rompre avec la pédagogie frontale. Ça veut dire rompre avec une pédagogie qui valorise uniquement les contenus, qui est centrée sur le groupe, voilà. Mais cette pédagogie frontale, traditionnelle on va dire, ne respecte pas assez le rythme d'apprentissage des élèves. Si on regarde bien, il leur donne également très peu la parole. On transmet la même chose à tous. Alors, un autre élément fondamental pour comprendre et appliquer la pédagogie différenciée, c'est le travail en groupe. On l'a dit, on travaille tout de même en classe entière, bien évidemment, mais l'importance du travail en groupe est vraiment présente. Le travail en sous-groupe de 3 ou de 4. Alors les groupes peuvent être homogènes ou hétérogènes. De même, on va travailler souvent aussi en binôme, avec des niveaux proches ou des niveaux hétérogènes. On y reviendra sur le groupe. Une autre chose à savoir avant de mettre en place la pédagogie différenciée, c'est repenser un peu la disposition de la classe. Je sais qu'il n'est pas toujours facile pour un enseignant de changer la disposition de la classe, de changer l'ordre des chaises, etc., etc., parce que cela prend du temps, parce que tous les collègues ne sont pas d'accord. Voilà. Mais regardons comment on pourrait faire ensemble. Donc ça, en rangée ou en autobus, il s'agit du rapport frontal dont on parlait tout à l'heure. C'est, on est d'accord, tout est centré sur l'enseignant qui transmet un savoir. Ensuite, on a une autre disposition, la disposition en U ou double U. Ici, le côté positif, c'est que tous les élèves se voient, ils peuvent se parler, c'est bien pour les interactions. Par contre, il y a des élèves qui sont de biais par rapport au tableau et ce n'est pas toujours agréable de lire ce qui est marqué au tableau. Et puis, vous avez également cette disposition en îlot. Alors, très intéressant, on met 3 ou 4 élèves par îlot et ils peuvent facilement communiquer, ils peuvent réaliser des tâches ensemble. Le professeur peut circuler entre les tables, mais quand ils sont 4, voilà, parfois il y a un élève dos au tableau. Donc la disposition a son importance, vu que l'on va beaucoup travailler en groupe. Nous abordons un autre point, le temps de préparation. Alors, dans de nombreux ouvrages sur la pédagogie différenciée, on nous dit que la préparation en amont du cours est très longue, elle est minutieuse et rigoureuse dans le choix des dispositifs et en même temps, il faut une grande souplesse et un sens de l'improvisation. On parle parfois même de stress devant la quantité d'activités pédagogiques à prévoir ainsi que leur correction. Il faut parfois prévoir 2 ou 3 cours en un seul. Alors, il ne faut pas vous alarmer, on va essayer de trouver des solutions ensemble. Alors, mais d'habitude, les enseignants, malgré la surcharge de travail, trouvent l'expérience très riche et très intensive. Bien, à présent, donc nous allons voir des exemples d'activités. Alors, il y a quelques années de cela, nous pouvions lire dans les ouvrages sur la pédagogie
différenciée, que les manuels évitent ce sujet et les guides pédagogiques ne donnent pas ou peu de conseils aux enseignants. Cependant, pour pallier à des temps de préparation plus longs, l'enseignant peut partir d'exercices déjà présents dans les manuels de langue et les modifier selon le niveau des élèves. Nous allons voir cela dans le détail dans la partie suivante, donc cette partie 2, exemple d'activité. Prenons cet exemple tiré de rue du collège et nous sommes à l'unité 12. Nous avons, c'est la page lexicale et nous avons cette tâche collaborative. Je la lis. Écrivez la charte écologique de votre collège. Ensuite, on a les différents moments. Formez 2 groupes et prenez une grande feuille de papier. Écrivez les règles et dessinez les symboles correspondants. Vous affichez les chartes dans la classe et vous votez pour la meilleure charte, la plus lisible, la plus complète, avec les meilleures idées. Là, je vais essayer de vous montrer comment, en partant d'exercices du livre, de votre manuel, on peut faire de la pédagogie différenciée sans avoir trop de préparation. Eh bien, je vais me référer à ce schéma pour faciliter les choses. Regardons en haut. Voilà. On a marqué étape 1, classe entière. Il faut une thématique commune à tous pour garder l'esprit de groupe. Il faut avoir un projet commun. Il faut que la classe soit au début entière, que l'on s'adresse à tous les élèves pour avoir ce projet commun. Eh bien, on va reprendre ici le projet de l'exercice précédent, de la tâche précédente, qui était écrire une charte de l'écologie du collège à publier, on rajoute, sur le blog de la classe ou de l'école. Donc là, cette tâche, on l'a fait devenir projet, ici. Et qu'est-ce que l'on va faire dans une deuxième étape? On va constituer des groupes de niveau homogène. C'est-à-dire, si dans notre classe, on a des élèves de niveau, je commence par des petits niveaux, A1.1, eh bien, on va faire un premier groupe d'élèves A1.1. Si on a des élèves aussi de niveau A1, on fait un groupe de niveau A1. On peut aller jusqu'à A1 ou voire même jusqu'à A2. Ça dépend un peu de votre situation. Ce qui est important là, ce qu'il faut retenir, c'est que on va constituer un groupe et ils vont tous faire des activités par rapport à leur niveau. Alors je prends l'exemple du A1.1. Dans la phase de documentation, on est toujours sur la charte de l'écologie. Eh bien, on va leur demander de chercher les mots-clés sur les chartes de l'écologie, relever les mots-clés. Et ensuite, on peut leur demander de constituer un nuage de mots que l'on mettra bien évidemment sur le blog. Pour l'autre groupe, par exemple, le groupe A1, on peut leur demander de constituer des questionnaires très simples que l'on mettra sur le blog à côté de la charte pour savoir si elle est appréciée des lecteurs du blog. Donc là, il s'agit de groupes homogènes, mais qui correspondent chacun à un niveau. On peut imaginer également la situation contraire. On constitue des groupes hétérogènes. C'est-à-dire que dans un groupe, il va y avoir un élève fort, un élève moins bon, un élève moyen, et ces interactions seront certainement très productives. Alors, dans le groupe, on va désigner un tuteur qui devra aider ses camarades. Et donc, on peut reprendre exactement la tâche qui est définie précédemment dans l'exercice,
et mettre les groupes en concurrence. À la fin, on votera pour savoir quelle est la meilleure charte de l'écologie du collège. Donc, vous voyez, on peut varier, on peut changer les paramètres. Et le fait de constituer des groupes homogènes et des groupes hétérogènes va permettre un peu d'accentuer les interactions avec les élèves. Et il faut, donc on peut concevoir différentes étapes, hein, bien évidemment, mais il faut que la dernière étape soit toujours avec la classe entière, hein, la mise en commun. Donc, vous voyez, il y a ces passages entre classe entière, groupe homogène ou hétérogène, et mise en commun, classe entière, qui permettent de garder toujours cette notion de groupe et de classe. Donc différencier ne veut pas dire évidemment travailler en groupe, mais il y a toujours ces moments en commun. Je vous donne d'autres exemples, hein, d'autres idées. Vous avez également la civilisation. Voilà. La civilisation est l'occasion pour appliquer la pédagogie différenciée. En effet, on constate que souvent les élèves les meilleurs en langue n'ont pas forcément de plus grandes connaissances en civilisation que les autres élèves. Alors, les pages consacrées à la civilisation de rue du collège peuvent être exploitées selon le schéma que nous avons vu précédemment. Là, on peut très bien imaginer, voilà, avoir comme projet, par exemple, réaliser des panneaux sur l'industrie du luxe qui seront exposés au moment des journées portes ouvertes. Et là, même chose, on va travailler en sous-groupe pour réaliser ce projet. Donc là, j'essaye de vous donner des idées, hein. Je peux vous en donner encore une autre. Voilà, celle-là. Là, nous sommes dans l'unité 8 du livre Contact, et c'est la partie culture et civilisation. Là, le titre est Destination France, à chacun son tourisme. Une idée de projet, toujours en suivant le schéma que je vous ai indiqué tout à l'heure. Voilà, organiser un voyage en France en privilégiant une typologie de tourisme. Voilà, on pourrait évidemment multiplier les exemples, voilà, parce que il suffit de reprendre en fait les thématiques de votre manuel. Alors, à présent, après cette deuxième partie dans laquelle nous avons insisté sur l'importance du groupe dans la pédagogie différenciée, nous allons voir le cas où l'élève travaille individuellement. Voilà. Tout d'abord, on va voir apprendre à apprendre. C'est-à-dire, l'apprenant devrait, avec le temps, développer l'aptitude à apprendre, c'est-à-dire gagner en autonomie et être capable de continuer son apprentissage individuellement. Alors, à ce propos, le cadre européen commun de référence pour les langues précise: il convient de garder à l'esprit le fait que le développement de la compétence à communiquer prend en compte des dimensions autres que purement linguistiques, par exemple sensibilisation aux aspects socioculturels, imaginatifs et affectifs, aptitude à apprendre à apprendre. L'enseignant devrait donc penser à la formation en langue de ses élèves au-delà des années scolaires, c'est-à-dire donner les outils aux apprenants pour qu'ils continuent leur parcours en autonomie tout au long de leur vie. Le cadre nous rappelle effectivement: la plupart des élèves apprennent de manière réactive en suivant les instructions et en réalisant les activités que leur proposent enseignants et manuels.
Néanmoins, lorsque l'enseignement proprement dit s'arrête, l'apprentissage qui suit doit se faire en autonomie. L'apprentissage autonome peut être encouragé si l'on considère qu'apprendre à apprendre fait partie intégrante de l'apprentissage langagier, de telle sorte que les apprenants deviennent de plus en plus conscients de leur manière d'apprendre, des choix qui leur sont offerts et de ceux qui leur conviennent le mieux. Donc, il faut que l'enseignant soit convaincu que apprendre à apprendre fait partie intégrante de l'apprentissage langagier. Un exercice simple permet de développer cette aptitude. Il s'agit de rendre conscientes les stratégies mises en place pour apprendre. Ainsi, petit à petit, l'élève va gagner en autonomie. Dans le manuel Contact, par exemple, une section du livre est consacrée aux stratégies qui sont à la base pour apprendre à apprendre. Ici, il s'agit de la 7e stratégie pour améliorer son attention et sa concentration. Toujours dans l'optique d'une pédagogie différenciée, l'enseignant qui connaît parfaitement ses élèves, c'est-à-dire qu'il a identifié leurs points forts, leurs lacunes, leur façon d'apprendre, leur façon d'être, va gagner en efficacité et temps en leur proposant des parcours d'apprentissage spécifiques. Nous avons 2 lieux pour proposer ces parcours d'apprentissage, l'école ou la maison. Je serais plutôt propice à conseiller les parcours d'apprentissage spécifiques à la maison pour laisser davantage de temps pour le travail en groupe et les autres activités en classe. Bien souvent, vous n'avez que 2 heures de français par semaine et c'est peu, on le sait. Ce qui permet par là même de renforcer l'autonomie de l'élève. Cependant, une chose importante à considérer quand on propose un parcours d'apprentissage spécifique, c'est que l'élève qui travaille en autonomie ne doit pas se sentir oublié, mais au contraire, il doit continuer à avoir l'impression de faire partie du groupe classe. De nos jours, les TIS, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, sont de véritables aides pour créer des parcours d'apprentissage spécifiques. En fonction des lacunes de nos élèves, on proposera des batteries d'exercices sur des points précis de grammaire, de lexique à faire à partir d'une plateforme. Disons que l'avantage de les faire en ligne permet à l'enseignant de suivre précisément les élèves, car chaque exercice réalisé en ligne est comptabilisé. On sait donc à tout moment où est l'élève dans son apprentissage et surtout, on est à même de modifier son parcours au fur et à mesure. Évidemment, les plateformes ne servent pas uniquement à combler des lacunes aussi spécifiques que celles de la grammaire ou du lexique. Nous pouvons également améliorer certaines activités langagières de nos élèves en leur donnant à écouter par exemple des documents sonores. Ils devront, selon leur niveau, répondre à des questions de compréhension, faire des transcriptions, un résumé, ou encore, lorsque les niveaux sont trop élevés entre les apprenants, nous proposerons à nos élèves d'écouter la veille le document sonore qui sera étudié en classe le lendemain. La même chose sera faite pour la compréhension écrite. Nous laisserons sur la plateforme des textes à lire accompagnés de questions. Certaines plateformes permettent aussi de concevoir facilement des questions vraies ou faux, des QCM, des exercices d'appariement. Le travail de la production écrite est également facilité dans sa gestion par la plateforme. Les productions écrites des élèves sont accessibles à tout moment
et avec la correction de l'enseignant. Cela est motivant pour l'élève car il se rend plus facilement compte du travail fourni et des progrès qu'il a encore à accomplir. La gestion de la production orale est aussi à revisiter avec les TIS. Lorsque les élèves savent qu'ils doivent rendre une production orale qu'ils auront préalablement enregistrée, leur application est beaucoup plus grande. Cette application décuple si on intègre leur production orale à un projet plus grand comme l'animation d'une web radio. Alors, il s'agit d'un projet que j'ai mené il y a quelques années avec des étudiants et des élèves de collège et de lycée. Les meilleures productions orales étaient diffusées sur la radio web à des heures bien précises. Les élèves étaient particulièrement attentifs à la prononciation car ils savaient que leurs amis pouvaient les entendre, mais aussi des personnes francophones du monde entier. Désormais, des moyens comme les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les TBI nous permettent des connexions simples et rapides à Internet. L'habileté de l'enseignant sera donc de trouver, comme nous l'avons vu précédemment, un équilibre entre le travail individuel et le travail avec la classe entière, sans oublier que les TIS peuvent également faciliter le travail en groupe virtuel ou par deux. En d'autres termes, nous pouvons reproposer le schéma que l'on a vu tout à l'heure pour des activités avec une pédagogie différenciée en prévoyant des moments pendant lesquels les activités se feront individuellement à la maison pour continuer avec des regroupements en présentiel. Alors, je vais à présent conclure. La pédagogie différenciée est donc une façon de répondre aux besoins actuels de nos élèves, car elle se concentre sur l'individu sans perdre de vue son appartenance au groupe. L'hétérogénéité est une richesse que les individus retrouveront dans leur vie en société. Elle implique aussi une redéfinition du rôle de l'enseignant au sein de la classe. Au lieu de dispenser un savoir homogène, sans tenir compte de la réalité de sa classe, l'enseignant intervient plus pour guider les élèves, les accompagner vers leurs objectifs. En d'autres termes, il est là pour former de futurs acteurs sociaux qui se confronteront nécessairement à l'hétérogénéité de ce monde. J'espère que cette thématique vous a intéressé et je vous laisse une bibliographie pour approfondir le sujet. Merci pour votre attention.